Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à ce webinaire avec nous. Je m'appelle Charlène Blanchette. Je suis de la Coalition québécoise sur la problématique du poids. Je suis accompagnée de Lucie Lorrain de l'Association québécoise de la garde scolaire. En fait, on se rencontre aujourd'hui pour discuter d'un sujet chaud, vraiment un dossier qu'on se fait beaucoup interpeller, qui est vraiment les interdits alimentaires. Donc, tout ce qui est retrait ou interdiction d'aliments, des collations ou des boîtes à lunch. Donc, vraiment, c'est quelque chose, vraiment, les pages Facebook s'enflamment, on a une foule de communication à ce sujet-là. Si jamais vous avez des questions, en fait, vous pouvez nous écrire aussi, je vais le mentionner, soit dans le questions et réponses. Donc, pour certaines personnes, c'est Q&A. Donc, tout au long de la présentation, n'hésitez pas à poser des questions. Toutefois, ils vont être répondus à la fin. Sinon, dans le chat aussi, vous pouvez réagir, commenter. Ça va vous faire. N'hésitez pas à échanger entre participants. On sait vraiment que c'est un sujet qui est sensible. Donc, ici, voici un exemple typique d'une boîte à lunch d'un enfant qui peut se retrouver sur l'heure du midi. Donc, tout dépendamment des écoles, même parfois des classes, donc ça varie énormément les directives. Surtout un parent, en fait, qui a même deux enfants, il doit jongler avec des consignes qui sont différentes. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, dans certaines écoles, le ficello serait interdit. Donc, ou retiré de la boîte à lunch parce que à cause de directives de zéro déchet, ben, il est emballé. Donc, malheureusement, le ficello ne pourrait pas s'y retrouver. Sinon, on retrouve aussi un yogourt à boire. Dans certaines classes, en fait, c'est pas permis parce que ça pourrait causer des dégâts. Aussi, on retrouve une barre tendre il y a des milieux scolaires où est-ce que c'est pas permis d'avoir la barre tendre sur l'heure de la collation parce que c'est limité à seulement fruits et légumes ou produits laitiers, donc extrêmement limitant. Ou sinon, imaginons s'il y avait des pépites de chocolat dans cette barre tendre maison, ben ça serait juste pas permis sur l'heure du midi non plus. Mais ce qui est un peu incohérent, c'est que les biscuits Oreo, quant à eux, qui sont un aliment qui n'est pas toujours très nutritif, eux sont peut-être permis parce qu'ils ne contiennent pas de chocolat. Donc, vraiment, une foule d'incohérences, de contradictions, puis en plus, qui cause beaucoup de frustration pour les parents. Ces frustrations, en fait, ces incohérences-là, en fait, c'est même pas dans le rôle de l'école. Donc, on va vous en parler davantage dans cette présentation. Je passe la parole à Lucie qui va vraiment nous expliquer comment ça se présente dans les services de garde à travers le Québec, ces interdits alimentaires. À toi, Lucie. Merci Charlène. Bonjour à tous. En fait, je donne la formation Ensemble pour des contextes de repas plus conviviaux auprès du personnel en garde scolaire. Ça fait environ plus de 4 ans. Et quand j'aborde la question de la boîte à lunch et des interdits possiblement dans les boîtes à lunch des élèves pendant cette formation-là, j'ai estimé que j'avais à argumenter sur les effets nuisibles de cette pratique-là dans près de 3 formations sur 4. Puis je reçois environ le même constat de la part des nutritionnistes régionales qui collaborent avec l'OQGS pour dispenser cette formation-là dans leur région. Aussi, j'offre cette formation dans le cadre de l'attestation d'études professionnelles pour le personnel éducateur en garde scolaire et les enseignantes m'ont rapporté que leurs étudiantes ont de la difficulté à mettre en pratique finalement ce qu'elles apprennent pendant leur cours et pendant la formation, entre autres, ensemble pour des contextes de repas plus conviviaux, quand elles arrivent dans les écoles en milieu de stage. Elles se font dire que l'école interdit des aliments depuis longtemps et qu'il n'y a pas vraiment de place à argumenter à ce sujet-là. Bref, il semble vraiment y avoir une forte résistance à changer cette pratique. Donc, en novembre de l'année, en fait 2021, j'ai transmis un sondage via l'OQGS pour faire un portrait finalement de la situation puis aller valider ce qui se passait sur le terrain. Il y a 240 techniciens et 123 éducateurs, éducatrices qui ont répondu à des questionnaires différents. Et en fait, une des questions à ce sujet était
quelle est la position de votre école sur les aliments de faible valeur nutritive? Par exemple, chocolat, bonbons, croustilles, boissons gazeuses, parce que c'est typiquement ce qui est souvent interdit dans les boîtes à lunch. Donc, quelle est votre position quant à cet aliment, à cet aspect-là? Et selon les répondants, selon les réponses que j'ai reçues, 81% des écoles interdisent des aliments dans la boîte à lunch des élèves. Donc, on remarque que dans 70%, c'est interdit mais toléré à l'occasion. Donc, souvent pendant des fêtes. Et en tout temps, c'est vraiment dans 12% des cas que ces aliments-là vont être vraiment tout le temps interdits. Et on leur a demandé, en fait, s'ils étaient en accord ou non avec cette pratique. Et 63% du personnel technicien ont répondu être en accord et 72% du personnel éducateur ont également répondu qu'ils étaient en accord, dont 25% qui étaient partiellement en accord avec la pratique. Diapo suivante. Et puis, en fait, on leur a demandé qu'est-ce qui se passait quand il y avait des aliments jugés non santé qui se retrouvaient dans la boîte à lunch d'un élève. Alors, dans 86% des cas, l'élève va être averti que l'aliment est interdit et il devrait probablement ne pas le manger ou le ramener à la maison. Il y a un avertissement aux parents dans 57% des cas, souvent via un mémo qui est mis dans la boîte à lunch de l'enfant. L'aliment ne peut pas être mangé, doit être apporté à la maison dans 71% des cas et dans 33% des cas, l'élève va être averti, mais il va quand même pouvoir manger l'aliment. Et ce qui est préoccupant quand même, dans 6% des cas, l'élève, bon, c'est correct, il peut manger l'aliment, mais il doit être mis à l'écart pour pas que les autres enfants le voient manger cet aliment-là en question. Donc, ce sont vraiment des résultats qui sont préoccupants, sachant que les avis verbaux ou écrits ou le retrait ou même l'échange d'aliments ou l'isolement d'élèves pour consommer un aliment peuvent avoir pour effet de stigmatiser l'élève et de nuire à la relation qu'il entretient avec la nourriture. Maintenant, les pratiques dans les écoles par rapport aux quantités mangées par les élèves, la moitié des 123 éducateurs et éducatrices sondés est en accord qu'il faut contrôler la quantité mangée par l'ensemble des élèves. Donc, on va demander à tous les élèves de manger une certaine proportion du repas ou de faire un effort pour quelques bouchées de plus. Et 3 répondants sur 4 sont par ailleurs en accord qu'il faut contrôler la quantité mangée par certains élèves. Par exemple, quand les parents vont le demander ou quand les élèves sont plus jeunes ou ont des conditions particulières. Donc, voici quelques commentaires du personnel technicien qui démontrent toutefois les désaccords quant à l'interdiction des aliments. On souligne l'incohérence de demander aux parents des lunchs santé, alors qu'en fait, l'école donne des friandises assez fréquemment en récompense aux élèves. Certains ont mentionné que les parents peuvent avoir un budget limité également. Et donc, c'est quand même difficile pour ces parents-là et qu'il faudrait plutôt faire de l'éducation que d'interdire. D'ailleurs, c'est 9% du personnel technicien qui ont répondu à être en désaccord avec le fait d'interdire des aliments. Mais Lucie, vraiment, on constate que c'est une pratique qui est très répandue. C'est sûr que c'est basé probablement sur des fausses croyances, mais ça reste que, il y a quand même une problématique au niveau de l'interprétation du rôle de l'école. En fait, publié en 2007, la politique pour un virage santé à l'école a vraiment mis en valeur le rôle important de l'école par rapport à la promotion de la saine alimentation, mais elle ne concerne en fait ces orientations-là que ce qui est offert par l'école. Donc vraiment, ce n'est pas par la maison que la politique cadre s'applique. Mais dans le virage santé à l'école 10 ans plus tard, donc le rapport qui a été fait par la coalition POIA, ben
on constate qu'il y a vraiment une foule de restrictions, donc vraiment de consignes contraignantes qui sont données aux parents, alors que c'est vraiment pas le rôle de l'école de faire ce genre de restrictions-là. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Merci. Mais c'est ça. Fait en fait, il y a vraiment des pratiques qui sont à changer. On va vraiment explorer plus loin dans la présentation pourquoi il faut les changer, mais je veux tout de suite comme vous présenter pourquoi, en fait, la Coalition FA et l'Association québécoise de la garde scolaire, nous sommes unis, donc nous sommes mis ensemble pour concevoir ce nouvel outil. Donc, j'ai vraiment le plaisir de vous le présenter. Donc, l'outil, en fait, a deux principales sections. La première section, c'est vraiment l'argument. Donc, pourquoi changer les pratiques? En quoi c'est problématique? Puis comment chaque, en fait, intervenant, donc que ce soit l'équipe école, l'élève, le parent, a un rôle à jouer, mais qui est vraiment distinct. Donc, comment ça repose sur un travail d'équipe. Donc, la première partie, c'est vraiment un argument. C'est vraiment le contenu pour vous aider à sensibiliser les intervenants. Mais aussi, ça comprend des références à consulter, puis des pistes de solutions. Donc, vraiment, vraiment très complet. Sinon, la dernière page, c'est vraiment la section qui est un peu plus destinée au conseil d'établissement. Donc, c'est là qu'on voit vraiment la résolution à adopter. Donc, oui, c'est intéressant de faire des approches individuelles, mais parfois, ce qui change vraiment les choses, c'est de faire vraiment une résolution au conseil d'établissement pour que ce soit vraiment une directive, donc change les règles de fonctionnement dans toute l'école, puis que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Parce que vraiment, une des clés du succès dans le meilleur partage des responsabilités qui comprend une foule d'avantages, c'est que tout le monde soit au courant de leur rôle à jouer dans tout cela. Donc, vraiment, comme c'est un défi qui est présent, on ne peut pas passer à côté du fait qu'il y a vraiment beaucoup de conséquences à retirer ou interdire des aliments. Fait qu'on va les voir ensemble. Donc, pour le parent, en fait, le fait de retirer des aliments de la boîte à lunch ou des collations, ça peut être une contrainte, donc une limite à offrir une variété d'aliments. Donc, une variété alimentaire, parfois même limiter des aliments qui sont sains et nutritifs. Comme on l'a vu, il y a une foule de restrictions qui sont données aux parents. Aussi, imaginons comment ça peut représenter un casse-tête toute la préparation des lunchs et des collations. Déjà que à la base, c'est une tâche qui n'est pas nécessairement appréciée. Ben là, on ajoute encore plus de fardeau pour les parents. Et c'est vraiment un enjeu qui est plus particulier pour les familles défavorisées pour qui l'accès aux aliments peut représenter encore plus un problème. En plus de tout ça, en tant que parent, c'est vraiment d'avoir ce genre de consignes-là qui dépasse un peu le rôle de l'école. Ça fait beaucoup de tensions, des gros conflits. Puis parce que justement, ça n'a pas lieu d'être. Et en plus de ça, comme Lucie l'a dit tantôt, il y a comme une double frustration qui peut exister entre le parent et l'équipe école qui vient vraiment miner la relation. C'est le fait que parfois, il y a des écoles qui donnent des directives, mais de l'autre côté, ben, l'équipe école donne, quant à eux, des aliments qui sont très peu nutritifs lors de récompenses, pour récompenser les élèves ou lors des événements spéciaux, puis qu'il y a une multitude d'événements. Donc, vraiment, une grosse problématique au niveau des conflictuels. Sinon, au niveau de l'équipe école, il faut se mettre aussi à la place des intervenants. S'il y a des directives dans l'école qui imposent des restrictions, ben ça leur ajoute une tâche qui est supplémentaire, qui est non nécessaire. Ils ont beaucoup de choses à faire, notamment au niveau du service de garde. En plus de ça, ben c'est une pression qui est pas nécessaire aussi. Puis il y a un peu une confusion des rôles. Il y a une pression aussi qui peut être faite de la part de certains parents qui peuvent demander à ce que, par exemple, ben, pourquoi le sandwich n'a pas été mangé, mais le fruit puis le dessert a été mangé, pourquoi il n'a pas tout mangé. Donc, vraiment, il y a des parents qui tentent de contrôler puis d'imposer, en fait, que l'équipe école contrôle ce qui est consommé par l'enfant, alors que c'est vraiment nuisible, en fait. Fait que je vais laisser Lucie parler de tout ce qui est plus l'élève. En fait, oui. Donc, pour l'élève, ça peut créer de la stigmatisation. L'enfant qui se fait dire ben, qu'est-ce que tu fais avec ça dans ta boîte à lunch? Tu sais très bien que c'est interdit. Il risque de se sentir pointé du doigt. Puis en plus, il pourrait même se fâcher contre son parent
qui, lui, a mis l'aliment. Donc, encore là, ça va créer des tensions. Puis malgré la bonne volonté des écoles, il va en résulter un faible développement des saines habitudes alimentaires chez l'enfant. Il n'apprend pas les notions d'équilibre, de variété et de modération. Il va plutôt apprendre que, ben, en fait, un aliment interdit, c'est très attirant et donc, il risque de se sentir coupable quand il va en manger, ce qui risque à long terme de nuire à une relation saine avec les aliments. Aussi, ce qu'on remarque, c'est que il y a certains enfants qui risquent de moins bien répondre à leurs besoins nutritionnels, entre autres des enfants qui ont des besoins particuliers, qui prennent la médication en cas de TDAH et qui ont besoin des collations plus soutenantes parce qu'ils mangent moins sur l'heure du dîner. Alors que certaines écoles vont restreindre des muffins ou des collations qui peuvent qui pourraient les nourrir. Donc, ça aussi, là, c'est problématique dans ces cas particuliers-là. En tant que tel, il y a des bonnes pratiques, en fait, pour éviter ce genre de conséquences-là. C'est vraiment, chacun, en fait, a un rôle à jouer qui est différent, mais ça repose vraiment sur un travail d'équipe. Donc, le parent, en fait, est responsable des aliments, de la boîte à lunch et des collations. Donc, tout ce qui provient de la maison, c'est sa responsabilité. Sinon, de l'autre côté, l'équipe école, elle a quand même un rôle à jouer. Là. Le but, c'est pas de déresponsabiliser l'école. L'école, en fait, est responsable de ce qu'elle offre. Puis, elle a vraiment un rôle important à jouer parce que, en fait, elle est susceptible d'améliorer la santé des élèves, de contribuer à leur réussite éducative, mais également d'inspirer les parents, par exemple. Sinon, elle est aussi responsable de faire en sorte que la période de repas, c'est un moment qui est plaisant, c'est un moment de détente, donc vraiment un contexte convivial. Puis il y a une foule de conditions qu'elle peut mettre en place qui sont simples. Je pense par exemple à tout ce qui est niveau de bruit, donc s'assurer que ça soit pas la cacophonie avec un grand niveau de stress, mais non plus que le silence ne soit pas imposé. Ou sinon, au niveau de la durée, saviez-vous qu'une durée d'au moins 25 minutes est liée en fait à une consommation plus importante de fruits et légumes? Donc vraiment, il y a des ressources en fait dans l'outil que je vous ai présenté qui vont beaucoup plus loin en cette matière-là, mais qui est vraiment un rôle important. Sinon, au niveau de la promotion de la saine alimentation, c'est pas parce que l'école ne peut pas interdire ou retirer des aliments qu'elle ne peut pas faire de l'éducation ou de la sensibilisation. Donc, elle a un rôle qu'elle peut faire de la promotion de la saine alimentation. Ça, on va le voir vraiment plus en détail plus loin dans la présentation. Sinon, l'élève, en fait, est responsable de sa consommation alimentaire. Donc, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il mange dans sa boîte à lunch ou dans ses collations, en quelle quantité. Donc, vraiment, qu'il développe des signaux de la reconnaissance des signaux de faim et de satiété. Puis en fait, c'est une foule de bénéfices qui sont liés à vraiment revoir, en fait, les pratiques au niveau des responsabilités à l'école. En effet, les bénéfices sont que l'enfant va adopter finalement des comportements alimentaires sains. Entre autres, il va développer une ouverture face à des nouveaux aliments et une meilleure confiance à écouter ses signaux de faim et de satiété. En plus d'être davantage propice à une ambiance d'un repas à l'école qui va être plus agréable pour tous. Une ambiance agréable, en fait, ça va favoriser le plaisir de manger chez les élèves. Et on sait que l'aménagement des locaux va avoir une influence importante à l'heure des repas en lien avec l'ambiance. D'ailleurs, il est recommandé que la consommation des repas ait lieu dans des petits locaux d'environ 20 élèves, des locaux qui sont polyvalents. Et bien que les lieux de repas aient souvent de multiples fonctions, ils doivent tout de même offrir une expérience sensorielle agréable au repas, par exemple en limitant le stress visuel et auditif, un peu comme l'a mentionné Charlène tout à l'heure. Aussi, les bénéfices qui vont en résulter d'un juste partage des responsabilités, c'est de contribuer à une meilleure collaboration entre les parents
et l'équipe école, que ce soit en lien avec l'alimentation, mais également pour une multitude d'autres aspects qui sont où la collaboration est requise. Mais là, je vous remets l'outil parce qu'on le sait, là, on le sait que souvent, c'est vraiment difficile de faire changer les pratiques. Il y a énormément de résistance. Fait que je vous le représente là, vraiment vite, vite, là, mais donc, n'hésitez pas à aller le trouver. Il se retrouve dès maintenant au cqpp.qc.ca/nos outils. Donc, il est gratuit et téléchargeable. Donc, n'hésitez pas pour le sensibiliser ou pour engager votre école. Sinon, prochaine diapositive, s'il te plaît. Il y a d'autres outils aussi qui sont destinés au conseil d'établissement pour promouvoir la saine alimentation qui ont été faits par la Coalition Poids. On a un sur les événements spéciaux, donc vraiment s'assurer de se coordonner puis de choisir des moments où est-ce qu'on offre des aliments qui sont moins nutritifs, mais également des idées pour célébrer autrement. On en a un également sur les récompenses, donc à droite, où est-ce qu'on regarde quelles récompenses donner, parce que ça fait vraiment un lien avec l'alimentation, donc ça peut peut-être être à retravailler, donc vraiment des récompenses gagnantes à intégrer dans le contexte scolaire, donc une foule d'idées. Sinon, être une école favorable à la saine hydratation pour faire en sorte que l'eau soit la boisson la plus attrayante et disponible à l'école. Donc, tous disponibles au cqpp.qc.ca/nos outils. Non, je pense qu'on va enchaîner aussi un peu plus dans le rôle de l'école, donc comment l'école peut soutenir la saine alimentation. Bien, d'abord, le rôle de l'école, c'est d'éduquer, hein, c'est de développer, entre autres, des saines habitudes alimentaires auprès des élèves, et ce, par différents moyens. À la base, on sait que le fait de mettre l'accent sur les aliments nutritifs et le plaisir de manger, ça va être plus efficace que d'expliquer ce qu'on veut que les enfants mangent moins. Et on va le faire par l'entremise d'activités éducatives positives. Et pour ça, bien, il y a vraiment plusieurs ressources qui sont disponibles, entre autres dans la boîte à outils de l'Association québécoise de la garde scolaire, gardescolaire.org. Et ben là, je vous ai mis à l'écran l'outil qui a été développé avec des idées d'activités éducative et positive qui s'appelle Dîner animé, je goûte, j'apprends. Je vous ai également mis à l'écran la ressource, la nouvelle plateforme, la marmite éducative, qui regroupe un ensemble d'outils éducatifs pour les enfants, pas nécessairement juste au milieu scolaire, là, mais selon les thématiques, vous allez retrouver vraiment un ensemble d'outils. C'est vraiment très intéressant. Je vous encourage à aller visualiser cette ressource-là. Peut-être une mini-chose, on va peut-être reculer, Corinne. J'ai une question pour toi, Lucie. Oui? Si on a des préoccupations, je ne sais pas, par rapport à l'alimentation d'un enfant qui mangerait vraiment très peu puis qu'on serait vraiment inquiet, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, c'est sûr qu'en tant qu'intervenant, l'idée, c'est de mieux observer cet élève-là, de lui poser des questions, entre autres en lien avec ses niveaux de faim, de satiété, de voir est-ce qu'il est bien attentif quand il mange, est-ce qu'il prend le temps, s'il y a quelque chose qu'il aime moins, on peut voir avec lui à cibler ce qu'il aime bien, ce qu'il préfère dans sa boîte à lunch. Donc, il y a toutes sortes d'interventions au moment des repas qui peuvent être faites. Et il y a une formation qui est offerte, la formation que je vous parlais, là, Ensemble pour des contextes de repas plus conviviaux, et qui est offerte gratuitement dans les milieux. Mais il y a également la nouvelle formation autoportante qui se nomme Je goûte, j'apprends, qui dure 1 heure et qui est destinée à l'ensemble du personnel de l'école pour qu'elle puisse par elle-même suivre cette formation-là en 1 heure et avoir l'essentiel du message. Vraiment des belles formations pour outiller aussi au niveau des messages aussi. Donc, vraiment, n'hésitez pas à les consulter. Ils sont gratuites, hein, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Parfait. Oui. Maintenant, en lien avec les parents, il y a, en fait, l'école veut
les informer qu'elle souhaite promouvoir la saine alimentation et leur donner des idées positives de lunch. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est le plus possible leur indiquer les bonnes pratiques qui sont mises en place par l'école. Et on évite ainsi à avoir à intervenir de façon individuelle pour un parent qui demanderait, par exemple, à l'école quelque chose qui n'est pas de la responsabilité de l'école. Entre autres, il y a des fiches et des vidéos sur les essentiels de la boîte à lunch, mais également toutes sortes de fiches et de vidéos en lien avec l'écoute des signaux de faim et de satiété et qui renseignent sur l'autonomie de son enfant à respecter ces signaux de faim et de satiété. Donc, si jamais il y a des situations particulières qui sont reliées à la quantité mangée, finalement, il y a des exemples de mémos personnalisés que l'école peut transmettre aux parents, mais qui est vraiment pas en lien et qui est un peu différente du contrôle de la quantité, qui va vraiment aider l'école à mieux sensibiliser le parent en lien avec l'écoute des signaux de faim et de satiété. Et, excusez, une campagne qui a été élaborée pour sensibiliser les parents en lien avec l'alimentation. Le tout dernier message qui est chouette, on écoute la faim de notre enfant, qui est diffusé au cours du mois de fin janvier et début février. On invite les écoles à aller sur le site de la TQSA pour se procurer finalement les différents visuels et messages qui peuvent être transmis aux écoles. Donc oui, ça peut être fait là, au moment qui est prévu pour la campagne, mais tous les outils sont disponibles quand les écoles le souhaitent pour diffuser auprès des parents. Donc, il y a vraiment un très beau visuel, un message qui est très punch. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cette ressource-là. Et juste pour terminer, là, pour conclure, un petit mot sur nos deux associations. Pour la garde scolaire, finalement, sa mission, c'est de faire reconnaître le service de garde en milieu scolaire comme un des acteurs clés de la réussite éducative des élèves et de promouvoir leur rôle complémentaire à la mission de l'école. Donc, je vous invite à aller voir sur lagardescolaire.org. En ce qui concerne l'alimentation, il y a le projet Je goûte, j'apprends, qui est le mien, bien sûr, mais il y a également un projet qui s'appelle Écolation, qui a développé différents outils pour faire la promotion de la saine alimentation, entre autres, mais qui est avant tout un projet de distribution de collations de fruits et de légumes dans différentes écoles. Et, je vais poursuivre avec juste un petit mot sur la coalition poids. En fait, la mission de la coalition poids, c'est de faire en sorte que les milieux de vie soient plus favorables à la saine alimentation et à l'activité physique. Donc, pour prévenir tout ce qui est maladie chronique. En fait, au niveau des écoles, en fait, en sachant que les jeunes, en fait, c'est là qu'on commence à acquérir des saines habitudes de vie. On est très impliqués, donc notamment avec tout ce qui est la politique cadre. On a fait un rapport également qui fait état des défis. Donc, on fait des revendications politiques, mais on est également présente pour outiller les écoles le plus possible. Donc, je sais que je suis consciente qu'on a vraiment survolé très rapidement cet enjeu qui est très, très, très criant. On a essayé vraiment de présenter vraiment une synthèse des arguments. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter soit moi ou soit Lucie. Donc, vous avez nos adresses courriel respectives. Si vous voulez nous rejoindre, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Si vous avez un autre enjeu alimentaire ou même lié à l'activité physique, n'hésitez pas à nous contacter.